RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous pour la dernière émission, on va pas se raconter d'histoire, dernière émission de la saison avant de vous retrouver avec plaisir au mois de septembre. Nous accueillons un invité du jour qui est politique, partiellement retiré sur son Aventin, comme on le verra en déroulant son parcours, notamment électif, mais qui regarde encore assidûment les débats parlementaires à la télé et qui a encore bien d'autres occupations. C'est une personnalité atypique, pas anti-système, mais lucide sur le système, qui assume la singularité d'avoir partagé son engagement fusionnellement avec son épouse Sylvette, jamais très loin, toujours discrète. Bonjour Claude Gaillard, comment ça va ? Bonjour Philippe, très bien, merci. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. On va faire une exception à l'émission que j'anime habituellement. Il n'est pas dans nos habitudes de faire réagir sur l'actualité immédiate, mais compte tenu de l'onde de choc qu'a suscité le drame horrible d'Annecy, je rappelle l'attaque au couteau de 5 enfants et de 2 adultes. Quelle est votre réaction tout de suite là-dessus aujourd'hui ? Comment vous avez réagi on est complètement perdu parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Le président de la République parlait de décivilisation. On se dit c'est pas possible d'attaquer des bébés. Enfin, je veux dire, moi je suis père et grand-père, on comprend pas. C'est un peu plus que l'horreur. Je vois pas comment on peut, avec un couteau, frapper des bébés. Enfin, moi je comprends pas. Donc c'est vertigineux. Pour moi, c'est vertigineux. En plus, la Haute-Savoie, c'est mon pays d'origine. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est affreux. Et quand on connaît, c'est le bordure du lac d'Annecy, c'est l'aire de jeu d'enfants. On vient là-dedans avec un couteau, mais c'est fou. C'est même pas on peut pas comprendre. Enfin, je veux dire, c'est affolant, c'est paniquant. Et puis, je sais pas, moi, c'est simplement une horreur. C'est une horreur, en effet. Toute la France est en sidération. Le président de la République rencontre les victimes et les familles des victimes ce matin à un hôpital à Grenoble. Toute la France est mobilisée là-dessus. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur la façon dont on gère politiquement ce genre de drame. Pour revenir à votre parcours, Claude Gaillard, vous venez de le rappeler, vous êtes savoyard, vous êtes né à Montrion, c'est comme ça que ça se prononce ? On le prononce comme ça. Le 15 août 1944, vous vous définissez comme un gamin des grands espaces. Vous avez eu la douleur de perdre votre père puis votre mère à l'adolescence et vous accrochez à vos études que vous avez vécues comme une sorte de devoir moral à l'égard de vos parents. Après le passage par les classes prépa, vous intégrez l'INSA, la prestigieuse école d'ingénieurs à Lyon, où vous rencontrerez Sylvette, votre future épouse. Les hasards professionnels vous conduisent un jour à Nancy, qui deviendra d'ailleurs votre port d'attache, si j'ose dire, et le lieu de votre engagement non seulement professionnel, mais aussi politique. Vous étiez giscardien, vous étiez membre du Parti républicain, puis de l'UDF, et plus tard vous adhérez à l'UMP. Au fil de votre parcours, vous avez été président du district urbain, vous avez assumé les fonctions de premier adjoint d'André Rossignol, vous avez été aussi député, un membre éminent de l'Assemblée nationale, puisque vous avez été premier vice-président sous le règne de Philippe Séguin. Je parle de règne parce que c'était quand même une personnalité hors norme. Et puis, vous avez été aussi premier questeur. Alors, vous aviez pris du recul en 2008, François Fillon, avec lequel vous aviez noué une certaine complicité intellectuelle et politique, vous demande d'être son conseiller parlementaire à Matignon. Vous êtes aux premières loges pour constater les tensions bien connues entre le Premier ministre et le Président de la République. Rappelons que Nicolas Sarkozy qualifiait son Premier ministre de collaborateur. Donc j'imagine que vous n'êtes pas surpris par les révélations des désaccords entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Sur ce point, qui a raison ? C'est Elisabeth Borne qui veut exister contre le président ou si c'est le président qui empiète un peu sur Matignon là ? Je pense que c'est le président qui a eu tort de tout faire pour que le Premier ministre, en l'occurrence la Première ministre, ne puisse pas être
la patronne de la majorité, parce que d'abord c'est lui-même qui a donné les investitures des députés avant qu'elles soient nommées. Or Matignon, qui gère la machine gouvernementale, ne peut exister que si le ou la première ministre est le patron de la majorité. Elisabeth Borne ne peut pas l'être. C'était pas le cas déjà d'Édouard Philippe, qui était lui-même pas adhérent du parti présidentiel. Oui, mais ça conforte l'idée que l'Élysée s'est considérablement renforcé par ce type de désignation. Parce que la différence, moi je parle de celui que j'ai bien connu, Fillon, il était député depuis 30-35 ans, et c'était de fait le patron des députés. Et quand on allait le mardi matin à la réunion de groupe, le patron, c'était Fillon. C'était pas Sarko, c'était Fillon. C'est une grande différence. Et quand on est patron de la majorité, on a une autorité. Alors, Sarko, on peut dire il est collaborateur, pas collaborateur. Fillon est arrivé à l'Assemblée avant Sarko, si vous voulez. Donc, ça fait un espèce d'équilibre dans un déséquilibre institutionnel, puisque le président a été élu, le Premier ministre n'est pas élu. Mais là, aujourd'hui, pauvre Elisabeth, je pense que pour elle, c'est très difficile d'exister. Et j'imagine que les grands ministres doivent la bypasser avec aisance et naturel, et qu'au fond, à l'Élysée, ça fait plaisir que le Matignon n'existe pas trop. Vous pensez qu'elle passera l'été, là ? Vous pensez qu'elle passera l'été à Matignon ? Oui, parce que d'abord, sincèrement, j'en sais rien. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment quelqu'un à mettre en place, parce que s'il remplace déjà Elisabeth Borne au bout d'un an, c'est un relatif échec de sa part au niveau du choix. Derrière, il faut encore tenir pas loin de 4 ans, et que c'est pas facile compte tenu du contexte. Et puis, je pense qu'Elisabeth Borne est une personne de qualité. Moi, je la connais pas plus que ça, je la connais un petit peu, mais pas plus. C'est une personne de qualité. Donc, je pense qu'ils vont dérouler un peu l'été, mais après, il aura changé. De toute façon, on a un problème à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est tenu. On reviendra sur le fonctionnement de l'Assemblée un peu plus tard. Claude Gaillard, revenons à votre CV. Vous avez été aussi également conseiller régional, conseiller général, à l'époque où le département s'appelait encore conseil général. Et surtout, si j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez un autre engagement, moins connu du grand public, et pourtant un mérite d'être explicité, développé et valorisé. Vous êtes président du comité de bassin Rhin-Meuse. En 2 mots, parce qu'on reviendra dessus dans quelques instants, ça consiste en quoi un comité de bassin Rhin-Meuse ? Je fais tout de suite une relation, je mets nos auditeurs sur la piste, on va parler sécheresse, on va parler ressources en eau. Parce que en France, il y a 6 grands bassins. Moi, il y a Rhin-Meuse, il y a Loire-Bretagne, il y a Seine-Normandie, il y a Adour-Garonne, il y a Rhône-Méditerranée et il y a Artois-Picardie. Parce que en 1964, ils ont décidé qu'on allait réfléchir par bassin puisque l'eau part du haut pour arriver à la mer. Donc, il y a une cohérence au sein du bassin. Ça, c'était fait en 64. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne se ferait certainement plus. À l'époque de la planification. Hein. Voilà, c'est bien. Donc, le comité de bassin rassemble différents collèges pour parler de l'ensemble des problèmes. Alors, il y a le collège des élus, il y a le collège des industriels, il y a le collège agricole, il y a le collège des associations et un certain nombre de personnalités qualifiées. Et c'est là où on débat sur les projets, les priorités et qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir avec une organisation des programmes dans le temps. Donc, c'est un peu le Parlement, et à côté... Le Parlement de l'eau. Le Parlement de l'eau, et à côté, il y a ce qu'on appelle l'agence de bassin, qui est l'exécution, qui sera un peu l'exécutif, quoi, le gouvernement. Mais l'ensemble de la réflexion, c'est au comité de bassin, et l'application, c'est l'agence de l'eau. Et l'agence de bassin, ça, c'est dirigé par l'État, là. L'agence de bassin, où c'est l'État qui nomme le directeur, mais l'ensemble de l'agence de bassin est financé par les taxes, qu'on appelle les redevances. D'accord. Ce qu'on ignore très souvent, c'est qu'effectivement, des redevances. Des redevances. Donc, on va continuer. Là. J'allais faire un peu de provocation. Finalement, il faut avoir quand même une certaine fibre environnementale qu'on ne vous connaissait pas forcément, là. Oui, enfin, vous savez, quand j'ai fait un stage à Nancy en 1967, j'avais fait au service de l'eau. Et en 1970, quand j'ai travaillé comme jeune ingénieur, j'avais travaillé sur le calcul du réseau d'eau de l'agglomération de Nancy à l'horizon 85 et 2000. Donc j'avais quand même fait ça, hein, si vous voulez. Et après, j'étais co-créateur du Nancy Nancy Centre International de l'eau, qui a eu un vrai succès national et international. J'ai créé Arlor,
pour suivre l'évolution de l'air et la pollution. Et je suis au comité de bassin, je suis président depuis 95, mais j'y suis depuis 88. Donc ça veut dire que depuis 88, ça fait bientôt 35 ans que je suis là-bas. Il y a 35 ans, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Non, mais on parlait de l'eau, du risque de manque d'eau, de la pollution de l'eau, de la pollution de nos rivières. On parlait déjà de tout ça. Donc, moi, je suis dedans depuis très longtemps, mais par conviction personnelle. Enfin, on va revenir sur le fond du dossier. Je vais vous poser une dernière question sur votre parcours. Et j'ai oublié quelque chose, là, quand j'ai mentionné rapidement votre parcours. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, il y a les deux choses où je m'étais beaucoup impliqué en dehors de ce que vous avez dit. C'est le NANCIE, parce qu'on travaillait sur la recherche fondamentale sur les problèmes d'eau et d'assainissement, sur la coopération décentralisée. On a travaillé beaucoup sur l'Afrique, on a travaillé beaucoup sur l'Amérique centrale, on a travaillé beaucoup sur le Vietnam et tout ça. Le deuxième point, c'est que je présidais le CAPEM, qui est le comité d'expansion. Économique, c'est là où on assurait le développement. On a une part essentielle sur le nord de l'agglomération, sur Briey, etc. et sur la zone internationale de Gondreville. Donc j'y ai passé aussi beaucoup de temps. Parce que je présidais, mais j'avais des équipes qui étaient formidables. Donc vous étiez très investi dans, effectivement, l'économie à l'époque où les conseils départementaux ou conseils généraux avaient la compétence économique. Voilà, on avait la compétence économique, on avait les moyens. C'est dommage qu'ils les aient plus aujourd'hui, ou c'est une bonne chose que ce soit les régions qui aient les grandes agglomérations ? Moi, j'ai jamais été favorable à ce que les régions aient la compétence économique. Ça, c'est un regard de techno. Mais on voit bien aujourd'hui que l'intérêt de l'Alsace n'est pas l'intérêt de la Lorraine, et toute la Lorraine, l'intérêt de la Moselle n'est pas tout à fait l'intérêt, et l'intérêt de Champagne-Ardenne ou de Reims, c'est pas tout à fait le même. Donc, quand on veut faire quelque chose, ça fait un gosse plan, mais ça ne fait pas quelque chose de cohérent. Aujourd'hui, on voit que les collectivités comme les départements contournent la loi en créant des agences d'attractivité. Et ben oui, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des grands plans, le système devient techno, alors qu'avant, en Meurthe-et-Moselle, il y avait le comité d'expansion, mais il y en avait un en Moselle et dans les autres départements. On se réunissait tous les mois pour coordonner un minimum, mais au moins, on était motivé par les collectivités. C'est le département de Meurthe-et-Moselle qui finançait, et chacun disait, moi, ma priorité, quand on décide tout d'un coup de faire la plateforme multimodale, on pense que c'est important. Quand on décide, nous, de faire une grande zone internationale à Gondreville, entre Toul et Nancy, on pense que c'est important. Donc, on y va. Celui qui habite Mulhouse, Reims, comment voulez-vous, qui s'implique en disant, c'est important de faire un truc à Gondreville. Donc, Claude Gaillard reviendra sans doute sur l'économie et le rôle des politiques. Justement, après avoir clos votre parcours, maintenant, puisqu'on a clos votre parcours, on va aborder les dossiers et on va commencer par le réchauffement climatique. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Vous me disiez que vous intéressiez aux problèmes de l'eau, aux problèmes environnementaux depuis les années 88. Mais qu'à l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un concept, une notion qui vous parle, ou si vous dites c'est surtout de la rhétorique ? Non, ça me parle. On a de toute évidence un réchauffement. Je trouve qu'on en parle parfois de façon un peu brutale et parfois décourageante, et qu'au fond, il est important que chacun comprenne que l'essentiel doit être des économies, notamment sur l'eau, et qu'il faut repenser quand même l'ensemble de nos développements. Je pense, parce que j'ai été longtemps adjoint à l'urbanisme, je pense notamment dans nos villes, il faut qu'on réfléchisse différemment pour mettre peut-être un peu plus d'herbes et de végétaux que de béton et de l'enrobé, des choses comme ça. Et ça veut dire que ça nous aide quand même collectivement à prendre conscience qu'avec des aménagements différents, des regards différents, on peut apporter un certain nombre de solutions. Est-ce que vous êtes prêt à dire que l'eau est un bien commun ? Ah oui, tout à fait, l'eau est un bien commun. Oui, et on avait d'ailleurs des grandes... C'est pas forcément une notion, enfin un sentiment qui est largement partagé. Comme on dit, l'eau aujourd'hui, elle est gratuite, parce que quand vous avez du pétrole, vous achetez le pétrole. L'eau, on n'achète pas l'eau. Dans le prix du mètre cube, on n'achète que le service, mais pas la matière première. Et d'ailleurs, j'avais eu régulièrement des débats avec Philippe Seguin, qui me disait, c'est un bien commun, et je ne comprends pas que le prix du mètre cube d'eau ne soit pas le même partout en France, comme c'est pour le kilowatt. Vous voyez ? Les consommateurs non plus, là.
Quelle explication que vous avez à donner là-dessus ? Et ben c'est parce que chacun gère ça un peu à sa façon et qu'à un moment donné, tout ne peut pas être national quand même, si vous voulez. Et nous, par exemple, on a fait des stations d'épuration avant d'autres, on a fait des bassins de stockage d'eau potable avant d'autres parce qu'on avait des particularités, et on voit bien que quand on est sur la nappe d'Alsace ou quand on est dans les secteurs où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas les mêmes priorités, si vous voulez. Et je trouve pas mal que les collectivités se sentent responsables et s'engagent à rechercher des solutions qui est adaptées à leur territoire. Donc vous disiez à l'instant que le réchauffement climatique, qu'il y avait différentes manières de l'aborder, que c'était aujourd'hui un fait qui était plus contestable par quelques, on va dire, quelques illuminés. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ces manières, je sentais un peu dans vos propos, un peu en filigrane, la crainte ou la peur de l'éco-anxiété là ? Oui, parce que moi je crois qu'on ne peut pas construire des choses ensemble si on vit dans la peur. Si moi on m'explique que la planète est foutue, ça mobilise pas, si vous voulez. Pour ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans l'état d'esprit, on reconstruit une cathédrale. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble. Et la façon dont on se divise, dont on se fait insulter si on n'est pas du bon côté, etc., ne permet pas de rassembler tout le monde et de dire on va faire un effort. J'ai simplement une petite anecdote sur les transports. Quand moi je suis élu, on a un adjoint très transport en commun, qui nous bassine avec ses transports en commun. Au bout de 2 ans, on n'avait qu'un couloir de bus, on l'a supprimé. Moi, j'aimais bien la bagnole. Et pour le dire, je roulais en Alfa Romeo à l'époque. J'ai expliqué à un moment donné que si on ne développait pas les transports en commun, on allait emboliser la ville. Donc moi, j'étais pas anti-bagnole, j'étais simplement pro-transport en commun pour le bien collectif. C'est moi qui ai mis les couloirs, qui ai enlevé la voiture rue Saint-Jean. Mais si vous dites aux gens, vous êtes des ignorants, vous êtes irresponsables, voilà ce qu'il faut faire, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi je dis qu'il faut leur dire, rien n'est perdu, la planète n'est pas perdue, on va faire un effort. Et on sait qu'aujourd'hui, que la voiture en ville est responsable très largement des gaz à effet de serre. Il faudrait quasiment supprimer la voiture dans les villes. Oui, mais enfin, le chauffage au bois, quand vous avez des cheminées, c'est aussi responsable de l'effet de serre. Et quand vous arrêtez une centrale atomique et vous ouvrez des usines à charbon, c'est pas favorable à l'effet de serre. Hein. On a quand même fait ça, nous quand même, en Lorraine, on a rouvert, et les Allemands ont ouvert tout plein. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Quand la France pèse 1% de la pollution, il ne faut pas expliquer que c'est nous qui allons tuer la planète par rapport à d'autres pays. Il faut simplement dire qu'on doit prendre notre quote-part et réfléchir ensemble comment on la prend. Mais je trouve qu'il faut mobiliser, il faut motiver. Il faut arrêter de s'engueuler, de dire « moi j'ai raison ». Toi, tu as tort, c'est comme ça, t'es un sale type. Et au comité de bassin, vous pouvez avoir des débats sereins ? Oui. Moi, je vais vous dire, au comité de bassin, c'est parce que j'y suis depuis longtemps. C'est la seule salle où on a un débat, où on se respecte, on peut tout se dire. Moi, j'ai connu la mairie, l'agglo, le département, la région, l'Assemblée nationale. Le seul endroit où il y a un respect total, où chacun peut parler et il écoute l'autre parce qu'il le respecte et on progresse, c'est le comité de bassin. C'est fantastique, c'est le seul endroit de ma vie publique où on se respecte, où on débat et on écoute l'autre et on se dit « et s'il avait raison ?» Pourtant, il y a des élus, il y a des associations, il y a des soupçons de lobbying quand même de temps en temps. Peut-être pas plus que ça, mais moi je trouve que les écolos qu'on a, là on a Réninger, avant j'avais un dénommé Dianel Béguin qui est très connu, etc. Bon, ils respectaient les autres, ils écoutaient les autres, et essayaient de nous dire pourquoi eux ont un regard différent. Du coup, nous, on l'écoute. Et donc, il nous aide à progresser, mais parce que lui ne dit pas « moi, je sais tout sur tout, c'est moi qui ai la vérité ». Personne n'a la vérité. Et il faut réfléchir ensemble. Mais vraiment, les industriels écoutent beaucoup, le monde agricole écoute beaucoup, parce que c'est pas simple, le monde agricole. On peut expliquer les pesticides, machin, ils arrosent, très très bien. Mais comment on fait d'abord pour se nourrir ? Le monde agricole sont des gens qui ne font pas 35 heures, et qui n'ont pas des gros mois, et qui n'ont pas des grosses retraites, tout ça mérite le respect. Est-ce que le monde agricole a forcément raison, justement, avec l'histoire des pesticides ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin quand même d'évoluer ou d'avoir une autre conception de la gestion agricole ? Oui, mais d'ailleurs, ils ont beaucoup évolué. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Il faut aussi qu'on les aide à évoluer. Et notamment par rapport aux céréales, par rapport aux prairies, par rapport à l'élevage. Mais là aussi, il faut qu'on ait des débats, parce que on nous explique que les vaches, l'élevage, je pense aux vaches, que c'est la cata, parce qu'on mange trop de viande, très bien. Mais tant qu'on a des vaches
qui mangent de l'herbe, on a des prairies. Les prairies absorbent le gaz à effet de serre. On est d'accord ? Le jour où on appuie ça, on va y mettre des céréales qui n'absorbent rien du tout, qui consomment des produits phytosanitaires, etc., et qui continuent de polluer les nappes. Donc vous voyez bien que tout se tient. Et on ne peut pas dire qu'il y a une solution claire d'un côté et pas de l'autre. Nous, on a un monde agricole qui a beaucoup évolué. C'est vrai que sur les céréales, ça a beaucoup évolué. Sur les prairies, ça a beaucoup évolué. La protection des capages a beaucoup évolué. La protection, on le verra tout à l'heure dans la biodiversité, sur l'eau, les zones humides, ça a beaucoup évolué. Et tout ça, on a évolué de façon collective. Est-ce que c'est évolué assez vite? Est-ce que la prise de conscience était suffisamment forte pour revenir au réchauffement climatique? On entend aujourd'hui que finalement, c'est déjà trop tard. Oui, enfin, nous, on a voté un plan il y a 8 ans là-dedans sur le réchauffement climatique. On était les premiers, quoi. Le problème en France, je crois que les 10 dernières années, on a dû avoir 8 ministres de l'environnement. Donc le niveau national n'était pas concerné. Et tous les débats qu'on a eus sur l'eau, c'était réservé aux élus techniques dont je faisais partie, mais globalement, ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Mais il aurait mieux valu qu'il s'intéresse avant. Quand on gouverne, normalement, il faut faire un peu de prospective. Ben non, ça n'intéressait pas à l'époque. Et nous, au niveau des bassins, on allait de l'avant. Et on voit bien, d'ailleurs, maintenant, le président de la République, c'est beaucoup avancé. Mais globalement, les ministres de l'Environnement rencontrent beaucoup moins les comités de bassin qu'il y a 10 ans. C'est un signe. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'État? Est-ce que vous avez le sentiment que l'État ne vous écoute pas, non, d'abord, centralise? Non, l'État n'a pas vraiment de vue stratégique. C'est l'ensemble des comités qui ont fait des propositions qui ont été reprises. Vous vous rendez compte, c'est même pas annoncé par le ministre, c'est même pas annoncé par le Premier ministre, c'est annoncé par le Président de la République. Enfin, je veux dire, alors qu'avant, c'était le ministre qui annonçait ça. Deuxièmement, il faut aussi qu'on regarde l'équilibre avec Bercy. Parce que nous, on nous dit qu'il faut mettre plus d'argent, on crée l'Office de la biodiversité. Savez-vous d'où vient l'argent? C'est de l'argent qu'on prend aux agences. Donc ça veut dire qu'il est payé par les mètres cubes du consommateur. Donc c'est le gouvernement qui annonce. L'État, il ne met pas un rond là-dessus. Et quand on dit on fait un plan de 500 millions, c'est dans l'argent des agences où on nous dit vous pourrez augmenter vos redevances. Mais l'État, il ne met pas un rond. Bon, parallèlement, comme on disait qu'il fallait réduire les effectifs fonctionnaires en France, on nous a dit, il faut aussi réduire vos effectifs. Donc, à un moment où il y a plus de travail à faire, où il faut ouvrir sur la biodiversité, où il faut du temps bonhomme, parce que vous savez, pour mettre d'accord les gens, il faut y passer du temps. Nous, on nous dit, réduisez l'effectif, en même temps, on vous prend de l'argent. Ils ont eu tout, je le dis, tout faux depuis longtemps, hein, c'est pas particulièrement le gouvernement, le président actuel, tout faux depuis longtemps, et tout d'un coup, on s'aperçoit que maintenant, il y a peut-être une urgence. Mais nous, on l'a dit, mais moi, je ne désespère pas, parce qu'au moins aujourd'hui, maintenant, le message est clair. Il faut faire des économies, faut être attentif, il y a le réchauffement climatique, il faut, à un moment donné, on ne pouvait même plus aider pour lutter contre les fuites d'eau. Donc, vous vous rendez compte ? Puisque vous parlez des fuites d'eau, là, je pensais vous poser la question, parce que ça fait souvent sourire, mais dans l'alimentation urbaine, souffre de fuites considérables. Oui. Et on a du mal quand même à les résorber, à refaire des travaux. Les communes trouvent que ça coûte vraiment très très cher. Parce que quand vous êtes... les conduites d'eau sont enterrées sous les trottoirs ou sous la chaussée. Pour changer une conduite, il faut faire un trou. Il se trouve que dans le trou, il y a des câbles électriques, il y a le gaz, il y a le téléphone. C'est hyper compliqué. Il faut vous organiser avec les autres concessionnaires pour essayer de tout faire en même temps. Or, ADF, ils vous diront la priorité, c'est pas là. GDF vous dira, moi, ma priorité, c'est dans 2 ans, etc. C'est compliqué. Après, ça coûte très cher. Et quand vous défoncez une rue, il faut gérer aussi des commerces, la vie des gens, etc. Donc c'est un truc qui est compliqué. Donc en général... Ce qui fait qu'on refile le mistigris au suivant, là, on a tendance à décaler. Alors ce qu'on essayait de faire... C'est quand on refaisait une rue, on en profitait pour reprendre les réseaux, parce qu'on connaît un peu l'état des réseaux. Mais après, il fallait aussi un problème d'aide. Et à un moment donné, le niveau national, qui est parti sur la biodiversité, nous a dit les luttes pas terribles. Et je me souviens d'un colloque où moi j'allais accueillir Ségolène Royal, qui n'est pas de Maubord. Elle me dit, vous savez, la biodiversité c'est très bien, mais la lutte contre les fuites c'est pas mal non plus. Elle me disait ça il y a 15 ans. On est d'accord. Alors maintenant, ça redevient à la mode, la lutte contre les fuites. Mais avant, ça l'était pas. Alors il faut voir pour une collectivité. Ça peut être énorme, ça peut concerner parfois 50% quand même d'un réseau. Là, mais parfois plus. Parfois plus. C'est pourquoi il faut...
nous, maintenant, on aide plus qu'avant la lutte, mais dans un projet maintenant assez collectif, c'est-à-dire on se dit si on doit changer les tuyaux, est-ce qu'on ne doit pas changer la nature des revêtements? Donc le comité de bassin subventionne, ou aide les communes tout à fait, et notamment les petites qui n'ont pas les moyens, parce que les petites, il y a souvent un grand linéaire ramené à l'habitant. Donc ça coûte cher. Oui, forcément. Donc là, mais parfois on aide jusqu'à 80%. Avec une avance sur travaux de 50 à 60%. Donc on aide beaucoup, si vous voulez. Mais il y a eu un peu du retard à l'allumage, il y a eu un effet de mode, puis à la limite, l'eau, comme tout le monde en avait à peu près suffisamment, il faut dire les choses comme elles sont. Mais aujourd'hui, donc pour poser la question directement sur le partage des ressources en eau, dans le Grand Est aujourd'hui, quelle est, dans le bassin Rhin-Meuse, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a à craindre pour cet été? Est-ce que non, elle est par rapport à d'autres régions, on est plutôt pas mal. Mal, ça veut dire quoi? L'un dans l'autre, on va passer à peu près l'été, on va avoir un certain nombre de communes qui vont avoir des problèmes d'eau, notamment dans le massif vosgien, ça c'est vrai. On aide beaucoup les interconnexions de réseaux pour qu'une commune puis en donne à d'autres. Mais là encore, il faut que politiquement les gens se mettent d'accord, ce qui n'est pas si simple. Donc on aide. On a des nappes, même si elles ne sont pas vraiment remplies. Globalement, on a des nappes, je pense à l'Alsace, qui est la plus grande nappe d'Europe, même si elle baisse un peu, si vous voulez, et il y en a toujours. Donc là, aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'est pas trop mal, mais la tendance est quand même plus négative que positive. Donc faut interdire les piscines, là, par exemple? Oui, non, mais ça c'est des trucs symboliques. Enfin, je veux dire, si vous voulez continuer de diffuser la haine, vous interdisez les piscines, il faut interdire le golf, il faut interdire l'avion, il faut interdire de se déplacer, il faut interdire d'allumer, il faut interdire le frigo, parce qu'on peut se passer... Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas de frigo. Et les méga-bassines, qu'est-ce que vous en pensez, la polémique? Il y a deux choses de méga-bassines. Moi, je vous donne un avis personnel. Oui. La bassine où on va prélever dans la nappe pour l'alimenter, moi, je suis assez contre. Parce que les nappes, c'est fragile. Par contre, quand on a des retenues d'eau, ça s'appelle souvent des retenues collinaires, qu'on récupère les eaux, quand il pleut beaucoup, quand il y a des inondations et autres, ça c'est pas mal, parce que c'est de l'eau qui autrement est perdue, c'est-à-dire qu'elle va à la mer ou à l'océan, mais c'est très différent. Mais puiser dans la nappe, pour alimenter de l'eau, dont toute une partie va s'évaporer, et souvent pour un certain nombre d'intérêts privés, c'est pas tout à fait public, moi je suis un peu plus que réservé, je suis même plutôt contre. Donc, il y a des problèmes de nappe, vous parliez là, du massif vosgien, on va descendre un peu plus au sud des Vosges. Le problème se pose sur le partage des eaux, notamment à Vittel, sur les ressources en eau. Quelle est un peu votre position là-dessus là? Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme là, terrible entre vraiment les ressources industrielles, enfin nécessaires pour Nestlé, et puis satisfaire les besoins des habitants? Non, on a eu un vrai problème, et il y a eu un vrai conflit entre effectivement les eaux du groupe Nestlé, enfin Vittel, Épar, Contrex, tout ça, avec les eaux des personnes qui habitent là-bas, et les collectivités. Parce qu'on avait la nappe qui baissait. Il y a eu un conflit mené par les écologistes qui a mal tourné, parce que des grandes surfaces allemandes ont dit, comme nous, on ne veut pas acheter de l'eau s'il y a des problèmes écologiques, on a pu acheter à Vittel. Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez que Vittel ne livre plus à l'Allemagne. La première fois. Alors, nous sommes auto-saisis. On ne nous a rien demandé au comité, mais je suis ravi de mon directeur général, on s'est auto-saisis, on a eu un débat là-dessus, pour voir comment on pouvait trouver des solutions. Alors, on avait nos écolos, etc., etc. On a vu le préfet des Vosges qui a modifié sa position, les élus nous ont suivis, et on a trouvé un partage, c'est-à-dire que l'industriel a redonné des captages aux collectivités, à financer un certain nombre de travaux, etc., pour qu'on trouve un équilibre entre l'eau pour les collectivités et l'eau pour l'industriel. Et aujourd'hui, avec cet équilibre, la nappe doit remonter sur les 10 ans qui sont devant nous. Mais nous avons été attentifs, et moi très attentif, c'est que Vittel appartient au groupe Nestlé. Et je pense que le groupe Nestlé ne veut pas abîmer son image écologique pour un problème de Vittel. Et pour lui, Vittel représente quoi dans son chiffre d'affaires, sa marge bénéficiaire? Pas beaucoup. Et moi, ma crainte, c'est qu'à trop mal tirer sur Vittel, à un moment donné, on ferme tout. Donc c'est pourquoi on a essayé de convaincre. Je crois qu'on a convaincu. Et c'est un des rôles du comité de bassin. On s'est auto-saisi. Et j'avais dit à mon collègue de l'Or-Bretagne, pourquoi tu t'es pas auto-saisi de ta bassine, la fameuse bassine qui allait mal. Nous, on s'auto-saisit. Et moi, je le fais parce que je suis un peu iconoclaste. Je demande l'avis à personne. Je me dis que c'est important.
on se saisit et on débat. Et on a eu un préfet à l'époque des Vosges qui a été remarquable, qui a suivi tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de reconquérir à la fois la remontée de la nappe et l'équilibre entre les collectivités et l'industriel, qui néanmoins licencie plus de 150 personnes. Et c'est pas un bon signal. Avant de faire une pause musicale, peut-être encore une question, c'est le domaine environnemental. Vous avez été justement, vous l'avez rappelé, adjoint à l'urbanisme. Et aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle du problème de l'artificialisation des terres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça doit gérer ? Est-ce que ça doit gérer au plus près ? Est-ce qu'il doit y avoir une loi nationale ? Est-ce qu'il faut tenir compte des contextes locaux ? Est-ce que ça pose... Moi, je suis pour des orientations. Est-ce que la question est mal posée ou bien posée ? Non, la question est bien posée. Mais je ne suis pas pour une réponse nationale, puisque les territoires sont différents, et la nécessité de développement des territoires n'est pas la même. Parce qu'à un moment donné, si on dit on ne peut plus rien construire, ça veut dire qu'on reste en l'état. Et il y a des territoires qui ne doivent pas rester en l'état. Par contre, il y a des réflexions à avoir. Et rehausser un peu les immeubles en ville pour éviter de s'étaler, ça peut être une solution. Le fait d'arrêter d'imperméabiliser, de mettre de la verdure ou de mettre des enrobés où l'eau peut s'infiltrer. Hier, j'ai vu quelque chose, il y a des nouveaux pavés où l'eau qui tombe sur le pavé s'infiltre. Donc, il y a des solutions à voir. Mais qu'on attire l'attention sur le fait que régulièrement on prend de la surface au monde agricole est une bonne chose. Une loi nationale, je suis pas sûr. Donc il faut aussi que les élus locaux, à un moment donné, s'allument. Il faudrait plutôt une loi cadre et puis une adaptation. Moi, je serais plutôt pour une loi cadre et puis on s'adapte en fonction du développement nécessaire par rapport à l'écologie et l'équilibre des territoires. C'est compliqué, mais c'est pourquoi il y a une vraie noblesse à être élu, si vous voulez. Je vous pose la question parce qu'elle est complètement de l'actualité si on prend à Nancy, puisque l'année prochaine, il y a la révision des plans locaux d'urbanisme et de plans locaux d'urbanisme intercommunal, donc ça concerne... et c'est lié quand même au SCOT. Le SCOT est quand même prescripteur, schéma de cohérence territoriale. Donc comment vous voyez là, le débat sur Nancy là ? D'abord, j'ai pris un peu du recul, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop, mais il faut qu'on arrête de faire des boîtes à savon à l'extérieur sous prétexte qu'on peut s'y garer. Il faut être quand même un peu attentif à tout ça. Ça veut dire qu'il faut être attentif aussi au commerce de centre-ville pour ne pas inciter tout le monde à aller à l'extérieur parce qu'on peut y aller. Et là aussi, il faut trouver un équilibre. Et puis, moi, je crois beaucoup... Vous savez, la grande injustice, c'est le travail. Alors, je sais que maintenant, le travail est mal vu, qu'il y a le droit à la paresse, mais je pense que quelqu'un qui ne travaille pas a quand même du mal à trouver sa place dans la société. Et pour trouver du travail, il faut des entreprises. Donc, il faut regarder comment on gère. Moi, quand on a l'idée de créer la zone industrielle, on a pris des terrains qui appartenaient à l'établissement public, etc. Mais c'est parce que ça permettait de faire venir des entreprises et de créer des emplois. Donc, il faut gérer tout ça. Mais tout ça est un problème de doigté et de bon sens. Et sincèrement, c'est compliqué. C'est pourquoi la vie d'élu est compliquée et que de temps en temps, il faut un peu d'indulgence. Mais encore faut-il que l'élu annonce un peu la couleur. Hein. Claude Gaillard, on va parler davantage politique juste après la pause musicale que vous avez choisie. Et donc, Barbara, que vous avez eu le bonheur d'écouter et de rencontrer quand vous étiez étudiant à Lyon. Elle était venue chanter à l'INSA dans un amphi. Elle était toute jeune. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Donc, nous sommes en compagnie de Claude Gaillard, encore pour une vingtaine de minutes. Nous allons surtout parler maintenant politique, même si on a parlé de réchauffement climatique, comité de bassin, ça relève quand même de la politique et du politique. Et je vais vous poser, vous avez eu des responsabilités au Parlement, à l'Assemblée nationale, Claude Gaillard. Est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement, on n'a plus de secret pour vous, hein. Est-ce qu'il fonctionne encore là ? Le Parlement actuel a des secrets pour moi, hein, parce que je trouve qu'il ne fonctionne pas bien. Mais il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu un gros renouvellement des parlementaires. Donc, on avait perdu l'assise qu'on avait avant. C'est quand on arrivait, il y avait des anciens qui étaient là, etc. On a perdu ça. Puis deuxièmement, il y a personne qui a la majorité absolue. Et puis je crois que c'est un signe des temps. Aujourd'hui, le respect fait partie des qualités qui sont bons. Moi, quand par exemple, on dit on peut venir habiller n'importe comment, moi je pense que c'est un manque de respect. C'est un petit signal, mais je suis certain que du temps de Seguin, ça n'aurait pas été possible, ça. Ça n'aurait pas été possible. Vous voulez dire que la présidente actuelle n'a pas l'autorité d'un Philippe Seguin, là ?
Ah bah non, ça en est loin. Mais c'est d'abord, elle arrive en politique, elle est toute jeune, et puis l'autorité de Philippe, je dirais, elle est assez exceptionnelle, si vous voulez. Hein. Donc moi, j'ai eu la chance d'être à ses côtés. Mais donc aujourd'hui, à partir du moment où on ne respecte pas, où on s'insulte, et on n'a plus d'idées de fond quand vous regardez. On s'insulte, mais on ne débat pas. Et les excès deviennent dominants. Et quand vous ajoutez à tout ça la communication en continu, on est tout à fait dans l'immédiateté et on n'est jamais dans l'espèce de débat long terme. Donc moi, le Parlement d'aujourd'hui, moi je le comprends pas, c'est pas mon truc. Moi, Dieu merci, on pouvait peut-être se disputer, mais on avait des débats de fond. Mais c'est parce que je pense qu'on avait aussi des ténors. Il y a plus, sans être désagréable, il n'y a plus vraiment de ténors. Je vais prendre un exemple concret. Là, vous auriez été premier vice-président de l'Assemblée. Est-ce que vous auriez milité en bureau de l'Assemblée pour que la proposition de loi du groupe Elliott soit débattue, ou vous auriez invoqué l'article 40 en disant que c'était anticonstitutionnel? En clair, moi, j'aimerais bien connaître votre regard sur le débat des retraites. Là. Moi, je trouve que tout débat mérite un vote. Il ne faut pas m'expliquer à moi que quand le vote, c'est la motion de censure. C'est pas de même nature. Mais je pense que le problème est plus en amont. Le président de la République, comme le disait dans un édito, qui se veut ministre de tout, il ne peut pas, comme il l'a fait, ne pas recevoir les syndicats pendant très longtemps et attendre que globalement tout aille mal pour les recevoir. Moi, je pense que la faute initiale, elle est là. Si on veut tout le pouvoir, il faut recevoir. Donc, mais le recours, moi quand j'étais à Matignon, je m'occupais du Parlement, j'étais assez opposé à ces recours. C'est vrai que c'est la Constitution, mais c'est pas tout à fait la démocratie du quotidien, etc. Donc, j'aurais peut-être plaidé pour qu'il y ait un vote en m'organisant pour que on puisse continuer, parce que moi je suis favorable à la réforme des retraites, que les choses soient claires, si vous voulez. Mais il faut pas fuir le vote si on pense être battu. C'est pas ça la démocratie. Donc tout ça, moi, me gêne. Mais je pense que l'état d'esprit créé au départ n'a pas été le bon. Et là, sincèrement, quelles que soient les qualités du président Macron, je pense que son comportement n'a pas été très bien par rapport à l'enjeu des retraites. Il fallait expliquer quel était l'enjeu, il fallait recevoir les syndicats, et notamment pas insulter Berger en disant qu'il n'avait pas de programme, qu'il n'avait rien du tout. Et aujourd'hui, vous pensez que ça inscrit une colère profonde de la société et que ça va se payer aux prochaines élections, là ? Donc, les prochaines élections sont les européennes, donc c'est déjà des élections à part où globalement ça profite pour simplifier à l'extrême droite. C'est déjà une élection exutoire, et globalement à l'extrême gauche. Hein, voilà, c'est un truc que ça. Ce que je crois, c'est que les Français croient encore un peu moins en la politique, et ils ont une inquiétude sourde qui, quelque part, peut les rendre discrets, mais il y a une angoisse de fond. Aujourd'hui, on n'a plus d'espérance. C'est quoi un peuple qui n'a plus vraiment d'espérance? Et en plus, on ne s'aime pas les uns les autres. Non, mais c'est terrible ce que vous dites. Oui, là. Quand il n'y a plus d'espérance, c'est la fin de l'histoire. Eh ben oui, mais on va finir par se détester les uns des autres. Maintenant, on sort un couteau pour un oui, on sort un couteau pour un non. Je ne parle même pas de l'actualité d'Annecy, d'une façon générale. Et c'est pourquoi il faut apaiser. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'apaiser parce qu'on n'est pas capable d'argumenter sans être excessif. Il faut arrêter de faire la morale à tout le monde. Dès qu'on dit quelque chose, on fait la morale. Il y a des mots qu'on n'ose plus utiliser. Il y a des débats qu'on ne peut pas avoir. Il y a des histoires qu'on ne peut plus enseigner. C'est pas possible. Aujourd'hui, globalement, on a peur. C'est une espèce de fuite. On fait profil bas. Pas de vague. Pas de vague, c'est la cata. C'est une peur ou c'est un manque de courage ? D'abord, le courage. Quand on voit que certaines conférences sont interdites à l'université... Je trouve ça complètement scandaleux. Alors, je veux bien qu'une présidente d'université ait un peu la trouille et se dise je ne veux pas de débat. Mais c'est pareil. Regardez aujourd'hui, pour les bonhommes, il y a une femme qui se fait violer dans un compartiment. Que font les hommes? Ils vont dans un autre compartiment pour pas voir. Et comme les gens savent que ça se passera comme ça, ils ont du culot. Vous comprenez? Donc, regardez hier, pour Annecy, il y avait un pauvre type tout seul avec ses sacs qui essayait de faire, etc. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas de courage à titre personnel, s'il y a quelque chose, les mauvais esprits s'en rendent compte. Et quand il n'y a pas de courage politique, comment voulez-vous conduire un pays dans la tempête? On ne sait pas où aller. Une tempête, il faut savoir à peu près où on va. On ne sait pas où aller. Et c'est pourquoi moi, je suis désolé. C'est une histoire de courage ou une histoire de cap à donner, d'éclaircissement de la pensée? Oui, mais pour donner du cap, il faut aussi un courage. Il faut pas
tout calculer, et il faut pas être tout le temps dans la communication. Vous qui me connaissez depuis un certain temps, j'ai jamais été doué pour la com, mais à un moment donné, c'est pas la com, il faut faire des choses et dire aux gens, voilà où on va. Moi, je maintiens cette idée, il faut les emmener avec vous en disant, voilà où on va, et voilà comment, globalement, on va essayer de laisser le moins de personnes au bord du chemin. Donc, comment vous sentez la suite du quinquennat Macron ? Est-ce que vous pensez que le quinquennat est déjà terminé, ou si il va pouvoir gouverner et éventuellement compter sur, je ne sais pas, j'ai employé l'expression qui va peut-être vous faire bondir, mais vos amis de LR, là, qu'on a parfois un peu du mal à suivre. Oui, moi non plus, j'ai du mal à les suivre. Non, mais je pense que les années devant nous vont être un peu tristounettes. La politique internationale, elle va continuer de se dégrader, et la France perd pied dans la politique internationale. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu quand même qu'on a la guerre à notre porte en ce moment Oui, mais on en parle beaucoup, mais c'est compliqué, la géopolitique. L'Europe, aujourd'hui, elle est plus divisée que jamais. Le renouvellement en Turquie ne va pas forcément dans le bon sens. Quand vous regardez l'Afrique, on s'est pratiquement fait virer de l'Afrique. Regardez le côté prégnant des Chinois. Donc, à l'international, on voit bien que ça va se durcir. L'Europe, on voit bien qu'elle n'est pas unie. D'ailleurs, les derniers achats militaires, ils achètent aux Américains, etc. Et nous, dans l'Europe, on n'est pas bien, parce que globalement, notre économie va mal, nos finances vont mal, notre commerce extérieur, c'est tout à fait la cata. Donc je pense que là, comme dit une pub, aujourd'hui, on est mal. Alors j'espère qu'on va trouver un certain nombre de capacités de débattre ensemble, et que la présidentielle de 2007 ne va pas effacer tout en disant on est déjà tous en train de savoir quel va être le cheval de course qu'on va choisir. Mais en clair, quand je vous posais la question, il y avait sous-jacent. Aujourd'hui, au Parlement, c'est plus possible d'avoir des majorités d'idées ou des majorités de circonstances ou des coalitions parce que tous les groupes sont extrêmement divisés. On sent les divisions. Oui, il y a ça, mais on peut avoir des majorités sur un texte, ce qui n'est pas une majorité d'idées. C'est pas pareil. Oui. On peut avoir une majorité sur un texte. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on va être dans une course présidentielle entre Philippe d'un côté, le maire de l'autre, évoqué par ailleurs. Chacun va essayer. Vous citez pas Darmanin aussi, non ? Non, je ne suis pas, parce que j'y crois pas, mais je ne connais pas. J'y crois pas, donc je ne sais pas. Donc on est déjà engagé dans la course présidentielle là. Non, mais tout à fait. Bon, puis Darmanin, que je connais pas bien, un peu moins de com, et puis un peu plus d'action, enfin, je veux dire, etc. Est-ce que l'erreur, finalement, c'est pas le quinquennat lui-même qui est le principe du quinquennat? Il y a, à mon avis, oui... Le quinquennat a certainement été une erreur, mais souvenez-vous, tous les Français voulaient le quinquennat. Bon, au même titre que tous les Français voulaient l'arrêt du cumul. Et quand vous arrêtez de cumuler, les élus à Paris ne pèsent pas parce qu'ils n'ont pas vraiment d'assises locales. Conclusion, ça renforce le gouvernement. Et comme le président prend un Premier ministre qui n'est pas le patron, tous les pouvoirs vont à l'Élysée. Donc je dis qu'aujourd'hui, la Ve République a vécu. Parce que Mitterrand laissait plus de place au gouvernement, Chirac laissait plus de place au gouvernement. Et il me semble avoir entendu Emmanuel Macron dire qu'il était prêt à revenir sur le cumul. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, mais... Oui, bon, d'accord, mais il ne l'a pas fait. Et puis aujourd'hui, le cumul, on aura du mal à revenir, il va y avoir des hauts, des bas, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut repenser un système différemment. Mais je pense que... c'est l'Élysée, mais dès que quelqu'un est à l'Élysée, il se prend pour un roi et pour un monarque. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est pas possible. L'expression monarque républicain, c'est un peu les caractéristiques de la cinquième. Mais ça, c'est pas possible. Moi, je dis qu'il faut redonner du pouvoir à Matignon. Il faut que le Premier ministre soit un patron de la majorité. Donc, le choix du Premier ministre est tout à fait important. Là, aujourd'hui, on a continué de détruire. Et il faut éviter de dire, pour me faire élire, il faut qu'il y ait le Front National au deuxième tour. Et quand je vois, moi, la politique de Macron, du président Macron, excusez-moi, il s'est attaché à aider le PS à se détruire. Le PS avait déjà beaucoup travaillé tout seul. Il a aidé le PR à se détruire, qui avait aussi beaucoup travaillé pour se détruire tout seul. Comme ça, il est sûr de se retrouver face au Front National, donc il est sûr d'être élu. C'est pas possible, il y a quelques années, nous avions discuté ensemble avec Claude Gaillard. Vous pensiez qu'il y avait quand même un plafond de verre et que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France était chose impossible. Aujourd'hui, vous êtes... dans quelle disposition d'esprit? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours un plafond de verre ou vous pensez qu'il y a un risque Mais avant le plafond de verre, il y avait peut-être 3 vitrages. Maintenant, il y en a peut-être plus que 2 ou plus qu'1.
je veux dire, ça s'est quand même sacrément réduit. Hein. Et à partir du moment où les gens sont dans une sorte de désespérance où on ne croit pas, ils peuvent se dire on laisse filer et on y va. Aujourd'hui, tout devient possible. Regardez quand même un certain nombre de pays, que ce soit le Danemark, que ce soit l'Italie, quand vous regardez bien comment les choses se passent. Donc, il faut être attentif. Mais on ne peut pas faire une politique uniquement en critiquant le Front National ou les RN. Et moi, j'en veux autant à l'extrême gauche qui nous fait un dégât de société qui est considérable. Le wokisme, c'est considérable. Détruire l'homme blanc, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Détruire notre histoire, etc. C'est considérable. Donc aujourd'hui, nous, on est contre Front National. Naturellement, il faut être contre. Mais c'est pas une politique. Vous évoquez l'extrême gauche. Est-ce qu'on observe ce glissement à droite globalement dans les différents pays européens et l'alliance maintenant de la droite et de l'extrême droite? Il n'y a plus de cordon sanitaire entre la droite républicaine ou classique selon les pays qui sont parfois des royaumes. Non, mais si, je pense qu'il existe toujours ce cordon sanitaire. Mais j'aimerais aussi qu'on mette un cordon sanitaire avec l'extrême gauche, moi. Parce que quand on va où veut nous conduire l'extrême gauche, c'est aussi tout à fait grave. Ils ont toujours soutenu quand même des types qui étaient dictateurs, qui l'extrême gauche, c'est un nom, c'est Mélenchon, aujourd'hui, en ce moment, c'est quand même Mélenchon, et puis c'est une partie des Verts, hein, enfin, je veux dire, etc. Bon, mais je pense que dans la tête, le cordon ombilical existe. Si vous voulez, les Français ne veulent pas de Front National, mais il faut faire attention. Et Marine Le Pen, je pense qu'elle est un peu abîmée par son nom, mais je vois au président du RN, Bardella, c'est une nouvelle génération. Il faut faire attention aux nouvelles générations. Avec une certaine habileté. Moi, je le trouve. Dans le discours, plutôt habile. Il a un talent politique. Moi, je ne le soutiens pas, mais il a un vrai talent politique. Et si vous voulez, et lui, il n'a pas épousé trop les thèses en main. C'est comme les Allemands. Non, mais c'est quand même un peu l'héritier. Est-ce que, par exemple, pour rester là-dessus, est-ce qu'Elisabeth Borne a eu raison de dire que c'était l'héritier de Pétain? Est-ce que le président Macron a eu raison ou tort de la recadrer? Quelle est votre position là-dessus? Bon, moi, je trouve aujourd'hui de nous ramener Pétain, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, hein. Il faut aussi qu'on nous ramène Mitterrand avec la Francisque, et allons-y gaiement, si vous voulez. Il faut qu'on nous ramène aussi le Parti communiste quand il était d'accord avec le Führer pendant quelques années, jusqu'en 41, etc. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Moi, je pense que ces références à l'histoire font beaucoup de dégâts. Mais est-ce que c'est pas indispensable, les références à l'histoire? Est-ce qu'on risque pas d'oublier l'histoire? Non, mais dans ce cas-là, qu'on apprenne l'histoire. Or, l'histoire, on ne l'apprend déjà plus. Faut qu'on apprenne l'histoire. Qu'est-ce que ça a été les différentes guerres depuis longtemps? La France n'a pas commencé avec la Révolution, contrairement à ce que dit Mélenchon. Ça a commencé bien avant. Après, on est allé dans un certain nombre de pays. On a eu les différentes guerres. Il faut faire attention. Mais dire Pétain, aller prendre un jeune de 18 ans, vous dire c'était qui Pétain? On ne sait même pas qui c'est. Donc ça, c'est pour... Ça ranime une espèce de haine chez les vieux et qui ont connu un peu ça, où moi je suis vieux mais je n'ai pas connu, mais j'ai connu par mes parents la guerre de 39-45, etc. Il faut faire attention avant d'utiliser ces mots. Je comprends qu'elle est fait pour des raisons familiales, mais aussi pour les mêmes raisons familiales. Moi je suis très sensible à ça, si vous voulez. Hein. Je trouve que l'enseignement de l'histoire est insuffisant pour définir. Vous savez, aujourd'hui, je suis certain que ça va être, je me suis toujours dit, moi, 39-40, si ça revenait aujourd'hui, on aurait autant de collabos, si vous voulez le fond de ma pensée. Parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. C'est pourquoi il faut être attentif et ne pas... et quand on est président, s'attacher à ce que on arrête de se détester et ne pas être provocateur pour conduire à la détestation. Et globalement, on ne fait plus nation. Déjà que les techniques du Jouvenven nous rendent tous nomades. Hein, parce qu'avec nos trucs, on est nomades. Et là, il faut être attentif. Et c'est passionnant d'avoir le pouvoir aujourd'hui. Je regrette d'avoir 30 ans de trop. Bon, Claude Gaillard, après ce débat très sérieux, comme il se doit, on va essayer de passer une phase plus légère. Ça va être le questionnaire de Proust. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Je vais commencer très directement par la première question. Quel est votre principal défaut? Je suis peut-être orgueilleux. Votre principale qualité? J'aime les gens. Le respect. Ce que vous détestez le plus au monde? Les faux culs. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis et vos proches? La sincérité et l'indulgence. La première qualité d'un politique? C'est de savoir écouter, ne jamais mépriser.
votre personnage historique de référence? J'en ai pas vraiment. Moi, j'en ai beaucoup qui m'ont marqué. Un qui m'a beaucoup marqué, pour rester d'une presque actualité, c'était Seguin. Si vous n'aviez pas été politique, quelle autre voie auriez-vous choisi? Si j'avais le choix, quand j'étais jeune, j'ai un problème d'argent, je pense que j'aurais fait des études plutôt économiques. Et vu avec le recul, un peu la presse, mais j'écris pas assez bien. Votre expression préférée? Je ne sais pas si j'en ai, de toute façon. Préférée, bon, ça peut aller mieux demain, quoi. Le mot que vous ne supportez pas? Parce que je ne supporte pas, c'est la morale. Moi, c'est qu'on me fasse la morale. Votre rêve le plus fou, et ce sera la 10e et dernière question. C'est d'avoir un président qui finisse, comme disait Juppé, par nous réenchanter en disant on peut y arriver dans cette tourmente parce qu'au fond, vous avez au fond de vous les qualités et les ressorts nécessaires. Et deux petites questions pour terminer, hors du questionnaire de Proust. La question, surprise, qui n'est pas franchement plus une question que j'appelle la question post-it, puisqu'on a encore 1 minute devant nous. La question surprise, c'est ce que vous n'avez jamais déclaré publiquement et que vous auriez envie de déclarer maintenant, hein? Non, parce que moi, j'ai toujours dit publiquement ce que j'avais envie de dire, en fait. Souvent avec maladresse, mais... Et la petite question post-it là, que j'ai cogité pendant notre entretien, là, vous aviez rappelé que vous aviez travaillé sur les transports en commun comme politique, là, Nancy. Aujourd'hui, le trolley, c'est une bonne idée pour remplacer le tram? Je crois que la géographie de Nancy ne permet pas à un tram de répondre à nos demandes compte tenu du relief des montées et des descentes. Donc moi, en 78-80, j'avais fait le trolleybus. Ils reviennent au trolleybus. Je pense que c'est certainement la solution. Bon, après, il faut travailler sur le réseau, hein, c'est compliqué. Claude Gaillard, je vous remercie. Hein. On a passé une heure agréable et forte et passionnée ensemble. Nous terminons aussi en musique à Guy Béard, Les eaux vives, une chanson tirée de Boris Vian. Et c'était Guy Béard, un petit clin d'œil parce que Guy Béard était ingénieur. Et a participé à la construction d'un pont à Maxéville. Exactement. Et je salue nos auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org